Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Richard Fanicki au micro, c'est le Club Ararat TV, Club Ararat TV Radio Dialogue, en direct du pavillon M, place Villeneuve-Bargemont à Marseille, où vous pouvez d'ailleurs toutes et tous nous rejoindre. Voilà, avec un public nombreux et chaleureux ce soir, et nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans le Club Ararat TV Radio Dialogue, nous recevons ce soir Robert Dermerguerian, fondateur de la chaire d'études arméniennes à l'Université de Provence. Mesdames et messieurs, Robert Dermerguerian, le président de la jeunesse arménienne de France, Julien Arounian. Bonsoir. Nous avons également le privilège et l'honneur ce soir de recevoir trois représentants de Armenian Trade Network, qui ouvrira son 3e congrès demain à Marseille. Le président est avec nous, monsieur Varam Pirjanian. Bonsoir, président. Le secrétaire général d'ATN, monsieur Ratch Gaspard, également avec nous. Et le vice-président de Armenian Trade Network pour l'Europe, monsieur Jacques Advoyan. Il est également avec nous. J'aime Paris au mois de mai. L'excellence franco-arménienne que représente Charles Aznavour. Charles Aznavour qui sera, je vous le rappelle, avec nous vendredi 21 juin, avec nous à Marseille. L'excellence franco-arménienne que représente aussi le professeur Robert Dermerguerian qui est avec nous ce soir. Robert Dermerguerian, vous êtes professeur émérite, fondateur de la chaire d'études arméniennes à l'Université de Provence et vous publiez donc l'arménien moderne. L'arménien, professeur, est une langue qui constitue à elle seule un groupe indépendant au sein de la famille des langues indo-européennes. Tout à fait. Bonsoir d'abord à tous les auditeurs. L'arménien est une langue indo-européenne et nous le savons depuis 100 ans seulement. C'est un grammairien allemand, Hübschmann, qui en 1896 a publié une grammaire de l'arménien et qui a prouvé définitivement que l'arménien était une langue indo-européenne. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la langue arménienne comporte dans ses éléments, dans ses structures morphologiques, syntaxiques, un héritage indo-européen. Cependant, la particularité de l'arménien est que cette langue a connu une évolution indépendante depuis 5000 ans. Et la particularité de l'arménien est que seul le peuple arménien a pratiqué cette langue depuis 5000 ans et a transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, on peut dire que l'arménien est le signe le plus distinctif du peuple arménien. Distinctif, c'est-à-dire les Arméniens se distinguent notamment des peuples voisins grâce à leur langue. Parce qu'aucun autre peuple n'a parlé de la langue arménienne. Donc c'est une histoire très longue, la langue arménienne, qui a traversé toutes les périodes de l'histoire. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui donc, malheureusement, compte tenu des événements géopolitiques du 19e, 20e siècle, l'arménien a connu un clivage, c'est-à-dire nous avons l'arménien oriental et l'arménien occidental. Oui. Alors professeur, l'arménien s'écrit, il faut le dire, au moyen d'un alphabet spécifique créé au 5e siècle. Tout à fait. C'est en 404 qu'un moine de génie qui s'appelle Mesrop Mashtots, qui s'est rendu compte qu'un peuple ne peut pas avoir accès aux évangiles, parce que l'Arménie était chrétienne déjà depuis 100 ans, en 301, et donc il a fallu créer un alphabet pour transcrire et traduire en arménien les évangiles. Et cette traduction a été une réussite parfaite, parce qu'aujourd'hui, quand on fait la messe dans les églises arméniennes, on fait la messe en langue arménienne, krapar, c'est-à-dire la langue que l'on parlait au 5e, 6e siècle, et la traduction du 5e siècle a été si parfaite que le grand linguiste Antoine Meillet a qualifié cette traduction de reine des traductions. Et nous en profitons jusqu'aujourd'hui. Alors, professeur, combien sommes-nous à parler dans le monde et à parler et écrire l'arménien ? Ça, c'est très difficile à dire, hein, parce que en fait, en Arménie, nous savons qu'il y a une population de 3 millions de personnes, mais il y a le double à l'extérieur, hein, en diaspora, comme on dit en arménien, ard yergir, hors du pays. Hein. Il y en a 1 million aux États-Unis, 400 000, 500 000 peut-être en France,
En Europe, ça fait à peu près 600 000. En Russie, il y en a au moins 2 millions. Par conséquent, il est difficile de faire un recensement et de définir exactement quelles sont les personnes qui parlent arménien, quels sont ceux qui parlent l'arménien oriental, ceux qui parlent l'occidental. C'est une situation très confuse actuellement parce que beaucoup des orientaux ont quitté l'Arménie, vous le savez, depuis 10-15 ans, et ils se trouvent en Europe, aux États-Unis. Eux, ils pratiquent l'oriental. Les descendants des réfugiés arméniens parlent l'occidental. Donc il y a une situation de mixage des deux langues, et je connais des gens qui parlent les deux, c'est-à-dire dans leurs phrases, ils utilisent à la fois l'oriental et l'occidental. Il y a un prêtre comme ça, c'était Haïl Zadik, certains l'ont connu, il prêchait, et on voyait bien des éléments orientaux et occidentaux dans sa langue. Alors professeur, cet après-midi, ici au pavillon M, vous avez dédicacé l'ouvrage que vous publiez et qui s'intitule L'arménien moderne. C'est publié aux presses universitaires de Provence. Alors votre ouvrage, on peut le dire, se présente comme un manuel pratique que tout le monde pourrait utiliser? Tout à fait. C'est un manuel qui s'adresse aux adultes, pas aux enfants. Oui. Aux gens qui ont déjà, qui connaissent bien leur langue, la langue de départ, hein, pour les termes grammaticaux. Mais la particularité de ce manuel est qu'en fait, dans le même ouvrage, il y a deux manuels. Hein. Il y a le manuel de l'oriental et de l'occidental. Ceux qui souhaitent apprendre l'oriental, ils apprennent l'oriental. C'est un manuel indépendant. Et ceux qui veulent apprendre l'occidental, apprennent l'occidental. La valeur du manuel ne s'arrête pas là. C'est que dans chaque leçon, c'est une méthode parallèle. Hein. Les leçons sont les mêmes, les exercices sont les mêmes, mais dans chaque leçon, il y a une rubrique qui s'appelle différence. Et ceux qui connaissent bien l'occidental, par exemple, peuvent feuilleter les textes orientaux et voir les différences grammaticales, leçon par leçon. Par conséquent, on m'avait dit, un monsieur que je respecte beaucoup, qui est auteur d'ouvrages, il s'appelle Kürkjian, et qui habite en Grèce, et qui est auteur de nombreux ouvrages, il m'a fait une lettre d'éloge pour dire que c'était la première fois qu'on réunissait dans un même manuel, d'abord les deux variantes, pardon, excusez-moi, et qu'il y avait une comparaison. Oui. Par conséquent, chaque adulte peut consacrer au moins 1 heure, 2 heures par semaine pour essayer d'apprendre l'arménien. Alors justement, combien de temps faut-il pour apprendre à parler l'arménien et quelles sont les différentes possibilités offertes, par exemple à Marseille? À Marseille, nous avons pour les jeunes l'école Hamaskaïn, bien Oui. entendu, une école unique parce que c'est la seule école en France qui reçoit des élèves du primaire jusqu'au baccalauréat. Hein, et que chaque année, une dizaine d'élèves de terminale présentent l'arménien au baccalauréat. Mais à part cette école, il y a des associations culturelles où on enseigne pour adultes ou jeunes l'arménien, généralement l'occidental. À Paris, il y a 2 écoles quotidiennes, mais qui s'arrêtent en 3e, et que les élèves quittent l'établissement pour aller dans un lycée de langue française, bien entendu. D'après nos calculs, en France, il y a à peu près 1000 élèves qui suivent des cours d'arménien dans toutes les écoles. 1000 élèves. C'est trop peu par rapport à la population. Ça ne fait que 2% de la population d'élèves qui continuent et qui suivent des cours. Voilà. Alors, il faudrait multiplier le nombre d'écoles, mieux les organiser, faire une structure d'accueil pour les jeunes dans toutes les associations et que chacun puisse avoir la possibilité de jeter au moins les bases, le fondement de la langue. Ensuite, quand on devient adulte, c'est plus facile à apprendre l'arménien. Et pourtant, il est indispensable de connaître l'arménien pour avoir la fibre arménienne, pour avoir la sensibilité arménienne nationale, pour comprendre les chansons, la poésie, pour comprendre les mœurs arméniens, le caractère arménien particulier. Il faut connaître la langue. Ça, c'est mon avis. Il y avait un débat il y a quelques années pour dire on peut être arménien sans connaître l'arménien.
moi, j'étais pas favorable à cette hypothèse qui venait des États-Unis, des jeunes des États-Unis, où ils ont lancé une idée qu'on est arménien, on lutte pour la reconnaissance du génocide, pour l'identité arménienne, mais nous ne savons pas l'arménien, nous ne connaissons pas l'arménien. Une fois, dans une soirée, j'ai dit que ces Arméniens-là étaient des mutants. Quelqu'un s'est fâché, a dit les mutants. J'ai dit mutants dans le sens positif du terme. Oui, des Arméniens différents. Oui. Ce sont des Arméniens différents. Par conséquent, il vaut mieux connaître la langue parce que c'est l'élément fondamental de l'identité arménienne. L'élément fondamental de l'identité arménienne. On retiendra cette phrase. Merci d'être venu au Club Ararat TV, professeur. Je vais demander à François Nguyen de faire un gros plan sur l'ouvrage, donc, que tout le monde peut se procurer dans toutes les librairies en bon état de marche. Arménien moderne, donc manuel pratique, et c'est publié donc au, rappelez-moi l'éditeur, aux presses universitaires de Provence. Merci professeur, à très bientôt. Merci à vous. Merci. Voilà notre second invité ce soir, c'est Julien Dikran Arounian, dit co-président de la jeunesse arménienne de France à Marseille. Courte présentation de la JAF. Julien, issu de la résistance de 45. La jeunesse arménienne de France est une association à vocation culturelle et artistique des jeunes Français d'origine arménienne. C'est ça, Richard, vous avez très bien résumé en quelques phrases la situation. C'est une association qui a pour but de faire découvrir la culture arménienne aux jeunes Français d'origine arménienne ou pas, parce que notre action n'est pas seulement tournée que vers les Arméniens, mais aussi vers toutes les personnes qui sont désireuses de découvrir cette culture que nous savons riche de millénaires. Alors sur la question du génocide aussi des Arméniens, la JAF a souvent multiplié des actions. Absolument, puisque le premier axe c'est la culture, et le deuxième axe je dirais d'engagement et militant, c'est la lutte pour la reconnaissance du génocide des Arméniens de 1915. Et en cela, il y a bientôt 10 ans, la JAF a créé un événement qui s'appelle Amnésie Internationale et qui avait pour but, une première, de justement dépasser un petit peu le stade du génocide arménien et de rassembler toutes les communautés qui avaient été victimes d'un génocide et de les réunir pour trouver justement non pas de les comparer, mais de voir qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les mécanismes génocidaires et d'organiser un débat autour d'un concert de soutien pour attirer le plus grand nombre et surtout alerter et mobiliser l'opinion publique et les citoyens sur cette question-là, puisque bientôt 100 ans après le premier génocide du XXe siècle, le bourreau, l'État turc, refuse toujours de le reconnaître. Oui, Julien, faites-nous une courte présentation maintenant des actions artistiques de la jeunesse arménienne de France. Ça va être difficile de faire court, Richard, mais pour vous, je vais essayer. Allez, on y va. Je vais essayer de le faire, parce que aujourd'hui, on va dire que le quotidien, sur l'aspect artistique, eh bien, concerne les écoles de la JAF, une école de langue, et le professeur Vermeer-Garian en a parlé, c'est une école de langue associative qui apprend l'arménien oriental, là pour le coup. Ensuite, c'est aussi une école de danse et une école de musique pour apprendre les instruments traditionnels arméniens, pour apprendre la danse traditionnelle arménienne. C'est 150 enfants. Et ensuite, on bascule chez les adultes où là encore, il y a un ensemble artistique avec un ensemble de danse et un orchestre. Il y a 40 danseurs, 25 musiciens pour là encore essayer, par la culture, c'est l'axe qu'on a choisi, de faire passer plusieurs messages, un message un peu universel, un message différent pour parler des Arméniens. Alors des rendez-vous avec la JAF dans le cadre de Marseille-Provence 2013 ? Absolument, puisque au-delà de ces ensembles-là qui est le quotidien, il y a toute l'activité du centre culturel avec des conférences, des débats, des concerts, tout ce qui peut être intéressant pour échanger et faire découvrir ça au plus grand nombre. Et puis pour Marseille-Provence 2013, puisque vous en parlez Richard, en effet c'est une très belle exposition qui aura lieu au mois d'octobre au MUSEM de la photographe américaine Catherine Cook qui s'appelle The Memory of Trees et qui viendra, c'est une expo qu'on pourra voir, qui a retracé en fait le parcours des Arméniens depuis l'exode qui a commencé en Turquie. Elle est retournée dans les villages et elle a parcouru comme ça le chemin en passant par la Syrie, en allant en Grèce également. Et le point de chute des Arméniens a beaucoup été Marseille. C'est pour ça que c'est sa dernière étape et on l'a reçue en résidence depuis 2 ans maintenant.
Et ça va donner lieu à une magnifique exposition donc, au MUSEM et un bouquin également qui sortira par la même occasion. Une adresse, un téléphone, un site pour en savoir plus sur la JAF? www.la-jaf.com ou le 04 91 802 820. Merci Julien, merci d'être venu dans le club Ararat, à bientôt. Merci Richard. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Martine Vassal. Martine Vassal, adjoint au maire de Marseille. Alors Martine Vassal, pour d'emblée quelques mots et sur un premier bilan de cette année capitale, puisque là nous arrivons au terme des 6 premiers mois. Oui Richard, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, ravi d'être sur votre antenne ce soir, surtout pour faire un point pour quelque chose qui marche bien à Marseille, dans la Provence. Ça cartonne. Ça cartonne. C'est un projet qui a quand même duré pendant 9 ans, 5 ans pour pouvoir avoir la candidature, 4 ans pour la préparation, et puis a commencé le 12 janvier avec une idée assez originale qui est de la création du pavillon M, le pavillon de l'excellence. Alors il faut rendre hommage à notre ami adjoint au maire et collègue Didier Parakian, qui a eu cette idée qui était avec nous dans la salle d'ailleurs, qui a eu cette idée en allant un jour à Shanghai, en voyant l'exposition universelle, et en train de fantasmer sur Marseille, capitale européenne de la culture, avec quelques amis. Il s'est dit, mais pourquoi pas, ou pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça à Marseille? C'est une sacrée idée que Didier a eue, parce qu'aujourd'hui, 6 mois après l'ouverture, c'est plus de 700 000 personnes qui sont passées sur le pavillon M. On n'aurait jamais pensé, on pensait que c'était une idée folle quand il nous l'a présenté. Mais on est tous aujourd'hui ravis de cet impact. Il vous accueille aussi aujourd'hui. Le pavillon M accueille différentes expositions, permet aussi à l'ensemble de la population, non seulement de Marseille, mais aussi de la Provence, parce que capitale européenne de la culture, c'est aussi 60 villes du département qui s'associent à Marseille pour pouvoir faire rayonner la culture, de donner le programme, et puis de montrer un petit peu ce que la municipalité de Jean-Claude Gaudin a pu faire depuis 1995. C'est vrai qu'on a beaucoup subi beaucoup de travaux, beaucoup de problèmes de circulation, beaucoup de grues qui sont montées un peu de partout. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi ces projets, à quoi est-ce qu'ils servaient? Ils servaient à ce que Marseille et les Marseillais se rapproprient leur territoire. Et nous avons aujourd'hui, avec l'aménagement du Vieux-Port, un lien qui se fait entre la partie du 7e arrondissement, la partie du 2e. Il y a eu sur la mandature précédente d'Euroméditerranée, le lien se fait parfaitement. Et aujourd'hui, les Marseillais vont jusqu'au J1 pour se balader, pour se promener, et pour pouvoir voir également des musées qui, au fur et à mesure, s'ouvrent. Alors là, on a eu la semaine dernière à la fois le MUSEM, le Palais Longchamp, le Château Borelli. Il y aura d'ici la fin de l'année le musée d'histoire de Marseille. Donc encore plein de choses à venir pour le plus grand plaisir des Marseillais, des Marseillaises et des Provençaux. Alors Martine Vassal, à terme, qu'est-ce que Marseille-Provence 2013 apportera réellement à la ville de Marseille? Et nous sommes absolument convaincus que Marseille est une ville de commerce. Marseille est un port. Marseille n'a jamais été une ville riche. Vous connaissez le principe, c'est-à-dire qu'on est entouré d'un corset montagneux. C'est pas évident. Aujourd'hui, attirer des industries ici, le territoire ne nous bat pas complètement. La législation française non plus d'ailleurs, entre parenthèses. Donc nous, ce que nous voulons mettre en avant, c'est nos atouts. Les atouts, ce sont des atouts effectivement de tourisme, aussi d'espace public, et puis aussi de culture avec des expositions. Donc nous attendons beaucoup du MUSEM et beaucoup des autres musées qui permettront d'attirer du monde ici à Marseille. Vous avez l'ouverture d'un 5 étoiles qui vient d'avoir lieu et qui vient rajouter en plus à l'offre touristique. Je crois que c'est un bon moyen de pouvoir développer cette ville, mais ce n'est pas l'unique et le seul. Ce que nous voulons, c'est redorer Marseille et que surtout, elle reprenne sa place au niveau de l'arc méditerranéen et l'arc européen, parce que Marseille, ici, a son utilité. On n'a pas honte, on peut ne pas rougir et on peut soulever la concurrence par rapport à Gênes ou à Barcelone. Alors un petit mot quand même, Martine, sur vos origines arméniennes. Tout le monde ne le sait pas, mais... Non, j'ai une maman arménienne, effectivement. Maman arménienne. Qui ont été... Les grands-parents viennent de Turquie. Donc, ils sont arrivés en 1915, comme beaucoup, je pense. Et ils se sont connus, les grands-parents sont connus ici et ont eu 3 enfants.
Et ces 3 enfants ont eu chacun, bien sûr, des enfants. Et n'avaient de cesse, je me rappelle ce que disait ma grand-mère, disait à ma mère, surtout tu travailles bien à l'école, tu te fais pas remarquer et tu es sage et tu t'intègres bien. Ben, je crois que là-dessus, vous voyez, on s'est bien intégré, puisque vous n'étiez pas aperçu que j'étais arménienne. Dernière question, Martine Vassal. Qui, pour vous, pourrait représenter l'excellence franco-arménienne? Ah, la liste serait trop longue, mon cher Richard. Allez, un nom. On se lance. Mais où? À Marseille? Ah non, de façon générale. Dans l'ensemble. Qui, pour vous, incarne l'excellence franco-arménienne? Je crois qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde, ils sont trop nombreux. La liste est trop longue. Et ce que je dirais, c'est qu'il y a certains Arméniens qui sont arrivés à Marseille il n'y a pas très longtemps, qui ont été convaincus aussi de revenir sur une terre d'origine. Donc ça nous fait chaud au cœur. Je crois que la totalité de la communauté arménienne peut être fière de ce qu'elle a fait ici, sur ce territoire, et ailleurs d'ailleurs, dans d'autres pays. Et c'est un modèle d'intégration. Je pense qu'on devrait justement donner comme exemple ce modèle d'intégration. Il devrait servir à beaucoup d'autres communautés, parce que nous pouvons chacun avoir nos spécificités, mais ces spécificités, nous les gardons chez nous, et nous sommes dans un pays laïque et républicain. Et je crois que le meilleur exemple, c'est chacun des Arméniens qui a apporté sa pierre à l'édifice. Donc dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ça, c'est pas possible, parce que je crois qu'on est tous très bons dans ce qu'on fait, parce qu'on le fait avec cœur, avec passion, et qu'on a toujours eu l'implication de nos familles, les valeurs de respect, de famille. Ça, c'est important, et je crois qu'il faut qu'on arrive encore à le transmettre à nos enfants. C'est pour ça qu'il est important que le CCAF, donc, qui regroupe l'ensemble des associations arméniennes, puisse le faire de manière complète, totale, et que chacun s'engage pour que notre culture puisse continuer à perdurer et que nos valeurs puissent encore être transmises pendant plusieurs générations. Merci Martine Vassal d'être venue au micro d'Ararat TV. À très bientôt, Martine. Voilà, bienvenue également dans cette émission à Varam Pirjanian, qui est le président de Armenian Trade Network. Et nous recevons maintenant Jacques Avdoyan, vice-président de Armenian Trade Network pour l'Europe, et le secrétaire général de l'association Raj Gaspar. Président, nous allons commencer avec vous. Vous êtes donc le président de cette association Armenian Trade Network. Vous arrivez du Canada. Alors vous ouvrirez officiellement demain matin les travaux du 3e congrès mondial des chambres de commerce arméniennes, qui sont réunis cette semaine à Marseille. Alors quel est le rôle, président, et quelles sont les missions de Armenian Trade Network? Ֆրանսերեն խոսող կարծեմ շատ եղավ, հիմա հայերեն պիտի շարունակենք։ Ես պրոֆեսորը քիչ առաջ ասա, որ անձեր կան, որ օքսիդանտալ եւ օրիենտալ հայերենը կխառնեն, ես մեկն եմ։ Այսինքն երկուքը արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն պիտի խոսեն, երկուքը իրարու պիտի խառնեն։ Ուրեմն հայկական արևդրային ցանցը սկսած է ստեղծեցինք 2011 թվականին Հայաստանում, Երևանում, եւ կողքի բերելով 12 կազմակերպություններ 10 երկրից, եւ գաղափարը այն է, որ հայկական արևտրային կազմակերպությունները կողքի բերենք, համագործակցություն ստեղծենք եւ միևնույն ժամանակ կարողանանք ստեղծենք արևտրային միություններ Սփյուռքի այն մասերում, որ չունին ադանք կազմակերպություններ։ Alors on va passer à la traduction. Alors Jacques Avdoyan, ça fait des longues phrases. Hein. Bonsoir à tous. Merci Richard de nous avoir invités. Donc le président Pirjanian, qui vient du Canada avec le secrétaire général Raj Gaspar, était en train de vous dire que Armenian Trade Network, c'est l'organisation et l'association qui a été créée en 2011 en Arménie, grâce et avec l'idée de Varam Pirjanian et de Madame Yeranouch Agopian, la ministre de la diaspora. Et en fait, cette organisation, c'était pour avoir un maillage international entre toutes les chambres de commerce arméniennes mondiales. C'est ce que nous allons faire demain, puisque c'est l'ouverture, à partir de demain midi à Marseille-Provence Métropole. Et il y aura une vingtaine de pays représentés. Nous sommes très heureux d'avoir réussi à pouvoir faire
ce congrès mondial, le 3e en titre à Marseille, Provence, capitale européenne de la culture. Et nous allons tout faire pour travailler et faire en sorte que, à partir de demain, pour les 3 jours qui viennent, ce congrès mondial soit une réussite, puisqu'il y a plusieurs réunions en même temps à Marseille. Et je pense que maintenant, le président va continuer en français. Oui, parce qu'il parle très très bien français. Et l'anglais, et l'arabe, enfin c'est ce que vous voulez, hein, c'est à votre choix. Allez, à vous, président. Alors, président, dites-nous un peu quelle est la principale mission, on va dire, de cette réunion internationale et quels sont les chantiers sur lesquels vous travaillez actuellement. Écoutez, on essaye de travailler et de créer des chambres de commerce dans les pays, dans les villes qu'on a des diasporas arméniens, mais ça n'existe pas des chambres de commerce. Ça veut dire, si on pense dans le diaspora, professeur, il disait qu'il y a 6 millions d'Arméniens partout dans le monde, à part l'Arménie. Mais si vous regardez, vous voulez voir qu'il y a au moins une quinzaine de chambres de commerce et industries partout dans le monde, franco-arménien, Canada-Armenia Business Council, etc., etc. Mais il y a des régions dans le monde, plus spécialement au Moyen-Orient, Amérique du Sud, qui on a beaucoup de forces industrielles arméniennes, mais ils n'ont pas organisé. Et en même temps, pensez-y, si les programmes qu'on fait ensemble ont réussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir individuellement chaque pays, chaque ville en Arménie, etc., etc. Mais si on peut réussir tout ensemble, si on peut regrouper ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Pour nous, d'abord en diaspora et après en Arménie. Pourquoi je dis d'abord en diaspora? Parce que les Français, les Arméniens de France, ils savent rien du tout, 99%, qu'est-ce qu'ils font les Arméniens du Canada, du Brésil, d'Équateur, de Sydney, Australie, etc., etc. Comment on peut travailler ensemble si on ne le connaît pas? ATN va regrouper tous les industrialistes du monde, ça c'est le programme, entre une unique organisation, comme ça on peut travailler ensemble et après de créer des opportunités en Arménie. Alors justement, Président Pirjanian, vous êtes Canadien, quels sont les liens? Donnez-nous un exemple. D'ailleurs, dans le public, nous avons beaucoup de représentants de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Je le dis souvent, mais je vais le répéter encore une fois. Vous savez qu'à Marseille, nous avons le siège social de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne dans la deuxième ville de France, c'est-à-dire à Marseille. C'est pas le président Bernard Attegnan là, qui nous écoute et qui est dans la salle qui me contredira. Alors, l'exemple du Canada, quels liens commerciaux unissent le Canada et l'Arménie, par exemple? Pas beaucoup. Ça veut dire les liens commerciaux entre le montant commercial entre l'Arménie et du Canada par année, c'est peut-être même pas 10 millions de dollars. Mais ça, c'est pas important pour moi, personnellement. Pour moi, l'important est, avant de créer l'ATN, je ne connaissais pas M. Avdoyan, je ne connaissais rien du tout de chambre de commerce franco-arménien. Je connaissais Madame Melkonian, que j'ai vu, Angèle Melkonian, il y a une dizaine d'années en Arménie. Oui. Mais je ne connaissais pas qu'il y a chambre de commerce à Marseille. Je ne connaissais pas qu'il y a une chambre de commerce à Sydney ou en Argentine. Maintenant, on a des liens ensemble, on peut parler, on peut créer des programmes entre les deux pays. Très bien.
Mais une fois qu'on aura mis en commun donc toutes ces relations, vers quel chantier il faudrait donc Écoutez, ça c'est long terme, je peux pas promis. Mais vous avez déjà une idée des chantiers qu'il faudrait développer? Bien sûr, on a des idées, mais je ne veux pas vous dire maintenant qu'on va faire patati patata d'ici 2 ans, 3 ans. C'est ça que nous demande spécialement l'Arménie. Mais on a des programmes, on va discuter tous ces programmes pendant les 3 prochains jours ici, de savoir comment on va avancer. On va demander au secrétaire général d'Armenian Trade Network, M. Rach Gaspar, aussi de nous dire un mot, comment il envisage un peu le développement des relations entre les différentes chambres de commerce arméniennes du monde. Je vais essayer de répondre en français. Vous savez, une grande partie de notre culture s'agit de entrepreneurship, business aussi. Nous sommes un gens qui fait le commerce depuis milliers d'années. Et c'est ça qu'on veut vraiment transmettre aussi quand on organise les choses, les assemblées, etc. de l'ATN. Ça veut dire on veut s'organiser pour vraiment souligner l'importance économique que les Arméniens dans tous les pays et le potentiel qu'ils ont pour aider l'Arménie. Ils peuvent vraiment s'organiser et créer les liens entre le Canada, la Chine, la France, les États-Unis, etc. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, vous ne connaissez pas, en Canada, et vous faites beaucoup de choses ici qu'on ne connaît pas. Nous sommes très forts dans le secteur de minière, par exemple. Vous êtes peut-être très forts dans le secteur de haute technologie. On va complémenter comme ça et on va aussi aider les communautés arméniennes fortes qui n'ont pas des chambres de commerce à créer des chambres de commerce et connaître ses potentiels. Il y a 15 ans, nous avons créé le Armenian Jewelers Association qui maintenant compte 5000 de joailliers arméniens. Il fait beaucoup de business ensemble, partout dans le monde. Il organise des assemblées 4 fois à l'année et ils sont très contents. Ils ont même identifié presque 25 000 Armenian Jewelers. Donc c'est ça un peu le but de l'Armenian Trade Network. Oui, merci. Alors Jacques Advoyan, vous allez nous parler un peu de ce congrès hein, et on va rentrer un peu dans le déroulé de ces journées. Alors c'est une première ce congrès d'Armenian Trade Network à Marseille. Absolument. Lorsque j'ai fait la proposition au président Pirjanian en 2011 en Arménie, je tenais absolument à ce que ce 3e congrès se fasse à Marseille, capitale européenne de la culture, parce que je pensais que c'était l'occasion unique pour nous et pour ATN de faire en sorte que ce programme se fasse à Marseille, et c'était l'occasion avec la Semaine de l'Excellence. C'est pour ça que j'ai insisté il y a 2 ans et l'année dernière à Paris, lorsque nous avons fait notre 2e congrès, pour faire en sorte que ce programme se déroule dans les meilleures conditions. Et ça tombe bien parce qu'il y a effectivement une grande réunion de la diaspora européenne à Marseille samedi après-midi, où il y aura 80 délégués de représentés, à peu près 25 pays je crois. Et à partir de là, nous avons associé nos forces pour faire en sorte que tous ces gens-là, avec l'aide de Armenian Trade Network et du président, nous fassions en sorte de faire un déroulé. Donc par exemple, à partir de demain, à midi, nous serons à Marseille-Provence Métropole, puisque la première réunion va se passer à MPM au Pharo. Il y aura donc un cocktail que nous a offert le président Eugène Caselli. L'après-midi, l'Assemblée générale commencera avec les délégués internationaux. Ça, c'est pour la journée de demain. Demain soir, nous allons recevoir le ministre Varujan Voscanian de Roumanie, que nous allons chercher, avec lequel nous avons discuté longuement avec le consulat. Alors signalons au passage qu'il n'est pas seulement ministre, il est aussi conteur, écrivain. Ah, exactement. Hein, et je signale à nos auditeurs qu'il dédicacera son ouvrage, donc ce sera le 21 juin, le jour de la fête de la musique, la grande journée Charles Aznavour. Il sera ici au pavillon M à partir de 15h30. Et monsieur le ministre de l'économie de Roumanie, Varujan Vosganian, dédicacera son ouvrage, donc le livre des chuchotements. Voilà, là nous serons ensemble demain soir, puisque nous avons pas mal de discussions à avoir avec le président Pirjanian,
le secrétaire général, M. Vosganian, la ministre de la diaspora, etc. Donc demain soir, ce sera la préparation aussi, la deuxième. Le deuxième jour de ce programme, c'est vendredi. Donc vendredi matin, comme j'étais un peu l'initiateur et l'organisateur de base avec mes amis, j'ai voulu que vendredi matin, puisqu'il y a à 11h la remise de la médaille à Charles Aznavour de la ville de Marseille, la citoyenneté. J'ai souhaité emmener tout ce monde étranger qui viennent visiter Marseille, leur faire un tour de Marseille, la visite de Notre-Dame-la-Garde, etc. Donc j'ai réservé un bus où nous serons une cinquantaine de personnes minimum en bus pour pouvoir amener ces personnes visiter Marseille jusqu'à 11h. 11h ville de Marseille, 14h Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Il y aura une grosse manifestation puisque nous avons organisé tout à l'heure et préparé un business forum où il y aura une intervention du ministre Valoujan Vosganian, de ministre Yolanou Chagopian, du gouverneur de Lori et d'autres personnes, Didier Parakian bien sûr. Donc toute l'après-midi du vendredi à partir de 14h jusqu'à 18h, nous aurons les interventions du président Pierre Janian bien sûr avec des explications. Le soir, ça sera la soirée Château Ricard, bien sûr. Ça sera la superbe soirée à l'extérieur. Et le samedi matin, donc, nous nous retrouvons cette fois au conseil régional, puisque j'ai voulu absolument faire en sorte que la première journée de réunion se fasse à Marseille-Provence Métropole, pour mettre les collectivités territoriales un petit peu dans leur place. Le vendredi, à la Chambre de commerce Marseille-Provence à la Canebière. Le samedi, au conseil régional, puisque le président Bozel nous offre également le cocktail du midi. Nous aurons la réunion le matin. L'après-midi, nous ferons en sorte d'aller faire cette réunion européenne à la Maison de la Culture arménienne. Samedi matin, nous aurons, je pense, avec nos amis internationaux, un déplacement également à l'avenue du 24 avril pour un dépôt de germes, à l'église du Prado, et la mise en cause de Mme Yolanou Chagopian, puisqu'elle sera reçue officiellement par l'église du Prado à midi et demi. Voilà, donc nous avons fait en sorte de faire un programme court. C'est un programme chargé tout cela. Hein. Chargé, absolument. Mais j'espère pour tous, pour la Chambre de commerce franco-arménienne, pour Arménie Entraîne Network, que ces 3 jours vont être retentissants et nous allons faire en sorte que tout soit carré jusqu'au bout. Merci Jacques Avdoyan. Voilà, eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler quand même des rendez-vous importants de cette semaine. Jacques en a parlé tout à l'heure. Vendredi 21 juin, donc la grande fête de la musique, la grande journée Charles Aznavour, qui deviendra donc pour l'occasion citoyen d'honneur de Marseille, capitale européenne de la culture. Nous aurons également, il ne viendra pas tout seul, il sera accompagné de son fidèle ami et manager, monsieur Lévon Saillant, avec une cérémonie donc à la mairie, une cérémonie de décoration dans le salon d'honneur. À signaler également des soirées, il y en a partout dans Marseille toute la semaine. Une soirée de gala également de la Maison arménienne de la jeunesse et de la culture également le 21 juin. Et puis alors une grande soirée, et on termine avec cette information, la grande soirée de gala de clôture de la semaine arménienne organisée par la Chambre de commerce qui aura lieu donc le samedi 22 à 20h à l'hôtel Villa Massalia.